Salut les amis, c'est Bhaskar pour Hypnomachie, votre spin doctor préféré. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à vous comme si vous étiez un chef d'État, un ministre, un directeur de cabinet, un directeur de grandes multinationales, et que vous souhaitiez justement orienter l'opinion publique dans une direction particulière. Je change donc mon angle d'approche habituel pour venir avec vous disséquer comment pensent les gens qui façonnent l'opinion. Et c'est toujours intéressant de faire ce petit pas de côté, un peu comme quand vous faites du football. Vous avez beau être attaquant, c'est intéressant de faire un petit week-end à jouer comme goal, comme ça vous mettez dans la peau justement du rôle que vous allez devoir contrecarrer, et ça va vous donner un certain nombre d'automatismes de pensée et enrichir votre perception du réel. Ça au moins c'est ce que j'appelle un entraînement. Alors tout d'abord il va falloir commencer par créer un mythe, si possible un mythe qui fasse peur. Ayez peur du virus, n'ayez surtout pas peur du vaccin. C'est bien connu, la peur ça amoindrit les défenses psychiques, ça épuise le cerveau, ça réactive l'amygdale, ça inhibe un certain nombre de zones cérébrales. Je ne vais pas rentrer dans un cours de neuropsy ici, mais simplement, plus vous faites peur aux gens, plus ils vont vous suivre. Donc effectivement, j'en parlais cet été justement avec certaines personnes de la communauté d'Hypnomachie où je parlais de travaux de psychologues de la guerre froide qui avaient comme ça étudié en long, en large et en travers quels étaient les rares mythes qui étaient susceptibles d'avoir l'assentiment de l'intégralité de la planète. Ce sont des sujets sur lesquels réfléchissent justement les psychologues et les spin doctors qui entourent nos dirigeants, puisque dès que le pouvoir vertical, donc le pouvoir des États-nations ou éventuellement de certaines monarchies, commence à être un petit peu fragilisé, eh bien se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour rajouter un peu de narration, rajouter un petit peu de peur pour conserver le pouvoir. Et le résultat de ces travaux a été qu'il y avait donc un certain nombre de mythes qui étaient susceptibles de fédérer l'intégralité de l'humanité. Vous aviez bien évidemment l'écologie, en effet, tout le monde est pour qu'il y ait une planète, la nature, tout ça c'est fédérateur au dernier degré. Maintenant, c'est toute la planète qui est en danger. Toute la planète, mais pourquoi ? Il a raison, la calotte glaciaire du pôle Nord et du pôle Sud commence à fondre de plus en plus vite. Si ça continue, il va y avoir un gigantesque raz-de-marée. Dis-moi, est-ce que tu sais combien de temps il nous reste avant que toute la glace ne soit fondue? Non, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous donner de réponse. Tout ce que je sais, c'est que si la température continue à monter, on n'en a plus pour longtemps. Il n'y a guère que dans des mauvais dessins animés où il y a des méchants qui polluent pour le plaisir de polluer parce qu'ils sont mauvais. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, évidemment. Et vous aviez donc l'attaque des extraterrestres. Et oui, l'attaque des extraterrestres était une des narrations qui était donc susceptible de fédérer littéralement comme ça la race humaine, d'en faire un seul bloc monolithique. C'est la vieille application du principe de psychologie sociale qui dit qu'on n'est jamais autant uni que contre un ennemi commun. Et donc, il fallait trouver donc un ennemi extra-humain. Là, on ne joue plus. Parce qu'il est grand temps qu'on écrase ces martiens. Et donc, voilà, vous avez là les deux grandes narrations susceptibles de niveler les différences interculturelles pour faire en sorte que les êtres humains se rassemblent sous une même bannière. Et ces sujets sont extrêmement étudiés dans l'hypothèse de la construction d'une espèce de gouvernement mondial, ou en tout cas au moins de système de contrôle mondial, permettant donc d'assurer définitivement une hégémonie totale aux différents politiciens et aux différents individus s'étant construits psychiquement sur la recherche du pouvoir. Mais en attendant de vendre à nos concitoyens l'attaque des extraterrestres, pour l'instant, la plupart des grands influenceurs se contentent de proposer des narrations qui sont certes fédératrices, mais n'englobent pas encore l'intégralité du globe. Il faut commencer petit. Vous commencez par convaincre le syndicat de copropriété de votre immeuble qu'il faut repeindre les volets en vert. Si jamais ça marche, vous devenez conseiller municipal. Si jamais ça fonctionne, vous essayez de vous faire élire à la tête du parti. Si ça marche, vous essayez de devenir président, etc., etc. La conquête du pouvoir se fait, comme vous le savez, par strates successives. Je lisais récemment un article qui traitait justement de la démarche scientifique qui avait été utilisée pour obtenir les chiffres, les fameux chiffres des études qui ont été mis en avant pour illustrer, pour appuyer et donner une caution scientifique à ces substances que Manu et le gouvernement nous demandent de nous mettre dans le sang depuis maintenant quelques mois. Et cet article m'a énormément intéressé parce qu'il expliquait, au-delà du fond, il expliquait un pattern que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, qui est le pattern de création de réalité dans une société scientifique, scientiste et plafonnée en rationnel comme la nôtre. Nous vivons actuellement dans une société qui plafonne en rationnel, qui accorde énormément d'importance à la démarche scientifique, voire au scientisme.
C'est d'ailleurs pour ça que les journalistes, dès qu'ils interviewent des ministres, des responsables politiques, des patrons d'entreprise, leur demandent quels sont vos chiffres. Les enfants, non, même les chiffres. Quelles sont vos sources? C'est quoi vos sources? Sur quels travaux vous appuyez pour dire ceci, cela, évidemment. Et ce d'ailleurs, même si Jacques Lacan avait bel et bien dit déjà à la fin des années 70 que la science était en train de se substituer à la religion avec autant de despotisme, d'obscurité et d'obscurantisme que cette dernière, évidemment. Et un certain nombre de gens qui ont ainsi fétichisé la science continuent de se représenter la démarche scientifique comme d'honnêtes chercheurs dans leur laboratoire qui, par essai, erreur, correction et par méthode hypothético-déductive, puisqu'effectivement l'empirisme n'est pas stricto sensu de la science, font de grandes recherches et qu'ensuite cette recherche est revue par les pairs, etc., dans des revues à comité de lecture et que tout ça est parfaitement beau, parfaitement intègre, etc., qu'il n'y a absolument aucune donnée trafiquée, ou que c'est totalement marginal, etc. Et que la politique et les intérêts financiers n'ont pas du tout gangréné le monde de la recherche, de la science et de l'université. Mais c'est pas vrai. Et quand on manie des sommes de cette nature-là, les garde-fous à prendre sont beaucoup plus importants que ce qu'ils le sont actuellement. Actuellement, il n'y a pas de garde-fous. C'est d'une naïveté confondante. C'est vraiment être resté en théorie et ne jamais avoir mouillé le maillot dans certains milieux professionnels. Actuellement, aujourd'hui, les intérêts politiques et financiers dirigent et gouvernent plus de 90% de la recherche dans l'immense majorité des disciplines. Lorsque l'on est ainsi un dirigeant et que l'on se doit donc de fabriquer l'opinion dans une telle époque, dans un tel siècle, on ne peut plus faire l'impasse sur des données scientifiques. Ça ne marche plus du tout de se promener en forêt, comme je suis en train de faire actuellement. D'ailleurs, je suis passablement complètement perdu, mais ça, c'est une autre histoire. Tant que je suis avec vous, tout va bien. Et revenir, par exemple, et de dire « j'ai trouvé les tables de la loi, les nouvelles tables de la loi, comme ça, perdues dans la forêt, comme avait fait Smith autrefois. » Mon but, en allant interroger le Seigneur, était de savoir laquelle des confessions avait raison, afin de savoir à laquelle je devais me joindre. Il me fut répondu de ne me joindre à aucune. Et le Seigneur me dit encore beaucoup d'autres choses. Et non, aujourd'hui, il faut du chiffre, de la donnée, de la data. Et justement, ça, c'est censé être un premier garde-fou contre les charlatans et les fabulateurs en tout genre. C'est certes le cas, c'est-à-dire que le premier imbécile venu qui comptait justement jouer sur la crédulité des gens ne pourra effectivement plus le faire. Non, aujourd'hui, il faut simplement être un charlatan diplômé et avec 2-3 fils qui se touchent pour abuser donc de la crédulité du grand public. En fait, les choses se sont simplement décalées d'un niveau de réalité vers plus de complexité, mais fondamentalement, le schéma reste le même. Alors, ce qui m'a intéressé dans cet article, justement, donc, qui expliquait la création des données pour on va appeler ça des substances pour contourner le robot YouTube. Donc dans la création de ces substances que l'on nous propose de nous inoculer, je ne prendrai pas parti dans cette vidéo, hein. Je me contente simplement de décrire un phénomène de création de réalité. Donc tous les gens dans les commentaires, parce que dans les dernières, il y a 2-3 relous qui sont venus me voir, dire « Ah, tu peux pas dire ça !» Si, je dis ce que je veux, point barre. J'ai retrouvé dans ce pattern de création de données scientifiques exactement la même structure que dans le cas du GIEC. Dernier étage. Le GIEC, le groupement international d'experts sur le climat, dont j'ai déjà abondamment parlé sur la chaîne. Il se trouve que c'est un dossier que je connais raisonnablement bien et ça ne m'a donc pas étonné du tout de retrouver là exactement le même pattern que pour des histoires de santé publique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un grand nombre de spin doctors, et donc je ne parle donc pas là d'Emmanuel et de ces hommes politiques de premier plan, je parle bel et bien de leurs conseillers. Un grand nombre de spin doctors ont accès à une certaine forme de transrationalité sacrificielle. Ils y ont accès, au moins en tout cas dans le domaine de la pensée. En tout cas, ils y ont accès au moins, et ça c'est un des grands apports de l'école française dans la pensée internationale, ils y ont accès en termes de déconstruction. C'est-à-dire qu'ils vont avoir littéralement la capacité, par des techniques d'hypnose, de programmation neurolinguistique, de déconstruire absolument n'importe quoi, y compris les fondements actuels de la civilisation.
Ça n'est ni bien ni mal, une nouvelle fois, je ne me place pas sur ce terrain-là. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'une société qui aurait fait ses preuves depuis des siècles sur un certain nombre de valeurs, comme par exemple la famille, le sens de l'honneur, le bon Dieu, etc., eh bien, pourrait être très très rapidement, dialectiquement et hypnotiquement, littéralement détruite par ces partisans de la déconstruction. Et une fois que l'on a déconstruit le psychisme de quelqu'un, eh bien, on peut ensuite reconstruire à peu près ce que l'on veut par-dessus. C'est ce que font absolument tous les gourous de sectes avec leurs adeptes. Notez que pour avoir la souplesse cognitive de déconstruire quelque chose, il y a une habilité essentielle et nécessaire qui est la capacité de changer de point de vue. Cela a l'air d'être une espèce de lapalissade, mais n'oubliez pas que l'immense majorité des êtres humains non entraînés fonctionnent en une seule dimension. C'est-à-dire qu'ils vont aborder un problème en se demandant comment est-ce que je le résous, et il y a une manière de le résoudre. L'immense majorité des êtres humains ne vous trouveront un problème qu'une ou deux solutions. Il faut être supérieurement intelligent ou avoir reçu une formation particulière pour avoir l'habitude et un goût pour le fait de trouver 90 solutions à un seul problème. C'est une forme d'économie cognitive, je vous en ai déjà largement parlé sur la chaîne, je ne reviens pas dessus. Mais à partir du moment où vous avez cette souplesse mentale de passer d'un point de vue à l'autre sans avoir de préférence, eh bien, on va pouvoir, par ce biais-là, par cet accès fugace et utilitariste du transrationnel, on va pouvoir ainsi bypasser la méthode scientifique comme garde-fou contre les charlatans. Et c'est ça qui est intéressant. Comment est-ce qu'on va faire ? Dans la méthode scientifique de caricature, la méthode scientifique en termes d'image d'Épinal, on va se retrouver face à un phénomène, on va poser un certain nombre d'hypothèses pour expliquer ce phénomène, puis ensuite on va les tester pour voir quelle hypothèse est la bonne, en tout cas laquelle donne des meilleurs résultats qui vont ensuite orienter la suite de la recherche. Or là, on a affaire à un usage de la méthode scientifique qui doit nécessairement être inversé, puisque le but c'est de créer une réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas neutre, pour ne pas dire ouvert sur le réel, dans un état de curiosité et d'humilité, comme devrait l'être justement un scientifique, mais là au contraire on veut utiliser la science pour créer une réalité. On est donc là dans un acte quasiment magique, dont le but va être justement ensuite de créer une narration pour hypnotiser des centaines de milliers de gens. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Alors là je vais vous prendre l'exemple de ce qui semble s'être passé dans les laboratoires de certaines sociétés, comme ou Moderna par exemple. Eh bien, lorsque vous faites un vacherin, oui je vais dire vacherin, comme ça va passer pour le robot YouTube. Ne dites pas les gens qui ont mangé un vacherin, on ressort pas indemne. Lorsque vous faites un vacherin, la question c'est est-ce que le fait d'inoculer ce vacherin dans le sang va créer des problèmes, notamment des différentes conséquences indésirables. Bon. Pour le savoir, on va donc monter un protocole scientifique tout à fait standard, donc avec un groupe de contrôle, des individus à qui on va injecter un placebo, et des individus qui vont recevoir le vacherin. Bon. Et ensuite, la question, ça va être d'avoir une espèce de retour d'expérience, consistant à dire, combien de personnes ont eu des effets indésirables lorsqu'on a eu le vacherin. Sauf que ces personnes qui ont eu le vacherin, un certain nombre d'entre elles ont été en contact avec la maladie. Un certain nombre d'entre eux n'ont pas été en contact avec la maladie. Il va donc s'agir de séparer le bon grain de l'ivraie, il va donc s'agir de déterminer quelles sont les conséquences du vacherin et quelles sont les conséquences de la maladie elle-même. Et quelles sont les conséquences d'un éventuel cocktail entre les deux. C'est quelque chose d'extrêmement complexe à faire en termes de méthodologie. Alors ce qu'ils ont fait pour à la fois contourner la difficulté méthodologique et servir au mieux leurs intérêts, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont donc fait ce que je vous ai dit, et ensuite ils ont compilé tous les retours qu'on leur a fait. Ils se sont donc retrouvés avec une masse de data totalement aléatoire puisqu'ils n'avaient pas, avant le retour d'expérience, ils n'avaient pas, opérationnalisé, ils n'avaient pas fait une grille de lecture qui allait leur permettre d'interpréter ces résultats. Et lorsque l'on voit les résultats qui reviennent, alors seulement une fois qu'on a vu ces résultats, on va créer une grille de façon ad hoc. En fait, c'est un immense sophisme ad hoc. Il va s'agir donc pour cela de, par exemple, si jamais il y a des gens qui ont mal dormi mais en fait ça va, c'est-à-dire que oui, ça a été un peu dur de s'endormir mais ça va, par exemple, qui témoignent de ça, et ils vont considérer que ça c'était des symptômes bénins. Là où par exemple quelqu'un qui aurait eu 45 de fièvre va être considéré comme des symptômes graves. Et donc en adaptant la grille de lecture aux data, on arrive
très facilement à faire dire aux data absolument ce que l'on souhaite. C'est la fameuse phrase de Churchill, je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. C'est ce procédé de ripou qui a amené les sociétés Peugeot et Moderna, pour ne citer qu'elles, à avancer comme ça des chiffres complètement délirants de l'ordre de 90% de taux de protection, alors que dès qu'on a 6 mois de recul et qu'en plus il y a des mutations, ça c'est encore une autre histoire, mais on se rend compte qu'en tout cas les chiffres sont beaucoup plus faibles que ceux qui ont été annoncés, mais peu importe, l'essentiel était de créer un effet d'annonce. Alors l'effet d'annonce, c'est un deuxième grand point de ce pattern. À partir du moment où vous avez déjà quelques données scientifiques, même si elles sont complètement foireuses, même si elles sont basées sur que dalle, même si l'échantillon est ridicule, peu importe. Ça vous permet de brandir des chiffres. Les chiffres, les chiffres, les chiffres. À partir du moment où vous avez des chiffres, la première étape du processus est faite. Et donc vous pouvez annoncer vos chiffres à la presse, faire un effet d'annonce. Dès que vous avez cet effet d'annonce, vous avez probablement remarqué en général que très peu de gens lisent les petits astérix et les petits caractères en dessous des contrats. C'est la même chose pour les chiffres. À partir du moment où vous lancez des chiffres, il n'y a que les gens qui ont fait des études de niveau universitaire ou ceux qui ont énormément de rigueur intellectuelle qui vont prendre le temps d'aller voir comment ces chiffres ont été faits. Mais dans 95% des cas, le chiffre sera gobé tel quel par des individus qui plafonnent en rationnel. Simplement parce que la plupart d'entre eux ne comprennent simplement pas comment les chiffres sont produits, n'ont pas le niveau en épistémologie ou en statistique. Vous avez aussi un certain nombre de gens qui sont d'une certaine forme de foi ou de naïveté, qui ne se rendent absolument pas compte qu'il est possible à des gens de créer comme ça des chiffres sortis de littéralement nulle part afin de soutenir une narration hypnotique qui va pouvoir vous enfermer et vous enferrer. C'est exactement comme ça que fonctionne la propagande, en inhibant notre cortex préfrontal médian, ça fait 8 prises que je fais pour dire cortex préfrontal médian, bordel. Ça a été mis en évidence par des gens comme Lassana Harris et d'autres. En gros et en clair et sans jargon, on devient simplement bête, on se sert du chiffre comme doudou épistémique. Donc pour résumer ce pattern indigent, il s'agit de réussir sur le sujet que vous allez vouloir mettre en avant, à avoir le niveau d'expertise qui vous permet de comprendre à quel point le sujet que vous étudiez est complexe. C'est-à-dire quand vous avez justement lu plusieurs auteurs, que vous avez conscience qu'il existe énormément de points de vue autour d'un sujet, parfois des points de vue en apparence contradictoires, et que chacun de ces points de vue en apparence contradictoires est cohérent du point de vue interne de sa propre axiomatique, alors dans ces moments-là, vous êtes capable très facilement de vous concentrer uniquement sur un seul de ces points de vue, et à partir du moment où vous êtes capable de se concentrer uniquement sur un seul de ces points de vue, vous faites redescendre vers le grand public ce seul point de vue que vous avez préalablement préarrangé et pré-trié avec une grille de lecture ad hoc, et à partir de là, vous commencez littéralement le battage médiatique. C'est-à-dire que l'information va être relayée auprès d'individus n'ayant que la capacité de penser le monde en une seule dimension, qui ne connaissent a priori rien sur votre sujet. C'était donc également le cas pour le GIEC, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le réchauffement climatique. Et à partir du moment où vous avez orchestré comme ça ce battage médiatique, vous vous arrangez pour faire de tout point de vue dissonant un nexus. Alors évidemment, avec le mot guerre se décide un camp du bien et un camp du moins bien, on va dire du mal. C'est très manichéen, et d'ailleurs c'est fait pour ça. C'est très pratique, parce que ça coupe court à tous les raisonnements et à toutes les discussions. On fait la guerre, donc il faut la faire, on n'est pas à discuter. Bon, je reprends mes exemples du début. Les inégalités sexuelles, ça se discute, ça se mesure, ça se conteste éventuellement. La guerre des sexes, non. La lutte contre le réchauffement climatique, ça sous-entend des actions sur le long terme, ça sous-entend des mesures raisonnables, bien comprises et je dirais mesurées. Bon, la guerre contre le réchauffement climatique, ça veut dire que si vous revêtez pas le bon uniforme, vous êtes un déserteur passible du peloton d'exécution, au moins médiatique, évidemment. Bon, une guerre, ça ne se conteste pas. Une guerre, on la livre, quelle qu'en soit la cause. Et c'est pour cela que le mot va être encore employé et essoré dans les semaines et les mois et les années à venir, parce que c'est très pratique pour excommunier ou pour désigner les traîtres sans autre forme de débat ou d'argument. L'idée est de recréer un conflit mimétique généralisé par création d'une hyper-réalité médiatique que vous allez donc superposer aux connaissances scientifiques parcellaires que vous avez vous-même mis en œuvre. Faire de la science, bien évidemment, ça n'est pas cela, mais vous allez essayer de créer l'illusion d'un consensus scientifique en formant ou en prétendant former un certain nombre de chiens de garde de l'orthodoxie de la pensée. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, notamment dans la vidéo sur le panurgisme scientifique. Et on voit vraiment ce paradigme totalement à l'œuvre actuellement.
Et bien évidemment, ensuite, vous aurez les idiots qui récupéreront encore cette communication et la transformeront elle-même en une pensée totalement dogmatique. Et c'est terrible parce que dans ces moments-là, vous n'êtes plus du tout dans la recherche scientifique, mais les gens sont persuadés de faire de la science. Ça n'est pas ça la science. La science, c'est de se poser des questions. La science, c'est de douter. La science, c'est d'essayer de reprendre des travaux qui font autorité, d'examiner l'axiomatique et de voir comment est-ce qu'on peut l'affiner ou l'enrichir. Mais c'est certainement pas croire savoir. Ça n'est pas de la science. C'est un usage idéologique de la science, comme je vous en ai déjà abondamment parlé sur la chaîne. Mais la plupart des individus qui sont raisonnablement éduqués, avec un quotient intellectuel entre 110 et 130 plus ou moins, eh bien, marcheront en général plutôt bien à ce genre de narration mainstream. Ils se contenteront de regarder justement l'autre côté de la mimésis, c'est-à-dire l'individu qui a un quotient intellectuel entre 80 et 110 et qui lui-même est dans une forme de mythologie et d'obscurantisme. Et pendant qu'il regarde cet aspect de la mimésis, il ne se regarde pas lui-même. Méfie-toi quand tu regardes l'abîme regarde en toi. Et dans ces moments-là, il sera très très content, il se gargarisera du fait de savoir, mais en réalité, il oblitérera, il oubliera l'espace d'un instant sa propre ignorance. Et c'est précisément sur ce genre de levier que marchent ces procédés d'influence. C'est-à-dire que plus vous aidez les gens à s'oublier eux-mêmes, à oublier leur angoisse ontologique, plus ils vous suivront jusqu'au bout du monde, quand bien même ce que vous dites est faux. Ou en tout cas inexact. Enfin, incomplet. Enfin bon, bref, vous avez compris. Je vous laisse pour ma part avec 2 citations que je vous ai dénichées pour clôturer cette vidéo. La vérité n'a pas de sentier et c'est cela sa beauté. Elle est vivante. Une chose morte peut avoir un sentier menant à elle car elle est statique. Si on essaye de s'étudier selon autrui, on demeure indéfiniment une personne de seconde main. Voilà, fin de cette vidéo d'élucubration sur la création de réalité par les spin doctors autour des thèmes des vacherins, du GIEC. Et si vous regardez bien, je suis sûr que vous allez me dénicher plein d'autres domaines dans lesquels ce pattern est également à l'œuvre. Je vous lirai avec plaisir dans les commentaires. Si vous voulez commenter, donc, vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie, les pouces vers le haut, le partage sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Merci beaucoup aux tipeurs, même s'ils sont un peu moins nombreux que d'habitude. On sent que la France se crispe un petit peu en cette période et que c'est de plus en plus difficile pour un certain nombre d'entre vous, ou peut-être que le niveau de mes vidéos des chants en chute libre, à vous de me le dire. Et je vous laisse avec cette délicieuse citation de Jean-Paul Sartre qui, je crois, va nous remettre un petit peu de baume au cœur après cette vidéo qui pourrait être perçue comme incroyablement cynique. Il n'y a que Dieu, l'homme est une illusion d'optique. Salut Internet. C'est vous, journalistes, qui êtes les premiers menacés par cette propagande. Elle adopte votre ton, parfois vos formats, elle emploie votre vocabulaire, et parfois même, elle recrute parmi vous, parfois même financée par certaines démocraties illibérales que nous condamnons au quotidien. Elles se diffusent, elles se banalisent, et elles finissent par jouer de cette confusion que nous avons progressivement acceptée. En inhibant notre cortège C'est exactement comme ça que fonctionne la propagande, en inhibant notre cortex préfrontal. C'est exactement comme ça que fonctionne la propagande, en inhibant notre cortex préfrontal. J'arrive pas à le dire. C'est exactement... Putain, j'en peux plus. C'est exactement comme ça que fonctionne la propagande, en inhibant notre cortex préfrontal.